Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver après ce long moment d'absence. À vous retrouver avec encore des confrères journalistes pour passer au pain fin les sujets et en fait la une de l'actualité de la semaine. Et comme d'habitude, mesdames et messieurs, nous recevons pour vous les confrères qui ne sont autres que Ildefonse Apeke, directeur de publication du journal La Gazette du Golfe. Ildefonse, bonsoir. Bonsoir Daniel, bonsoir à tous les téléspectateurs de RTDS. Et voilà, également sur ce plateau, Olivier Adia. Olivier, bonsoir. Et bonsoir Daniel et bonsoir à tous les Togolais. Alors, ça fait plaisir de te retrouver après ce moment. Voilà. C'est un plaisir aussi de vous retrouver, de retrouver vos téléspectateurs. Voilà. Alors, on va amorcer, chers invités, les échanges avec ce sujet. C'est le principal sujet qui fait la une de l'actualité depuis la proclamation des résultats de la présidentielle dernière, la victoire du président sortant, Faure Sozina Simbe, une victoire contestée en grande partie par l'opposition, Jean-Pierre Fabre, qui, nous avons eu au cours de la semaine passée, a organisé un meeting qui a demandé à ce que la francophonie puisse reconnaître sa victoire d'ici le 15 de ce mois, dans le 15 qui est déjà passé. Alors, Ildefonse Apeke, déjà premier commentaire, déjà au lendemain de cette présidentielle. Vous avez fait allusion tout à l'heure à la victoire de M. Faure Simbe. Alors, je ne suis pas dans la même dynamique que vous. Dire que M. Faure Simbe est le gagnant de la présidentielle du 25 avril dernier, c'est faire un insulte aux Togolais qui ont fait valoir leur droit de vote, quand on sait les conditions dans lesquelles les premiers résultats, ces résultats provisoires ont été donnés par le président de la CENI. Alors la scène piteuse, ignominieuse et honteuse à laquelle nous avons assisté le jeudi 28 avril dernier me fait dire que parler aujourd'hui de la victoire de M. Faure Simbe, je ne suis pas d'avis. Voilà. Mais même si la commission électorale nationale indépendante le donne vainqueur, c'est pas toujours ça, c'est pas votre avis. Je crois que les résultats n'ont pas d'abord été donnés selon la loi électorale, le code électoral togolais. Nous avons vu juste le président de la CENI qui s'est pointé dans une salle au siège de la CENI pendant qu'il demandait qu'une réunion plénière soit faite, au cours de laquelle le reste des CENI des CELI où il faut faire le dépouillement et connaître les résultats sont encore en cours, on le voit dans une autre salle, sans les autres membres de la CENI. Donc c'est la raison pour laquelle je dis que ça a été une scène piteuse et puis honteuse. Voilà, Olivier Adia, vous avez la même lecture de la situation, parce que la CENI a déclaré vainqueur le président sortant. Et comment vous analysez ça? Non, je crois qu'une élection, on y va pour gagner ou pour perdre. C'est les deux options qui s'offrent à un candidat. Et surtout lorsqu'on a donné sa caution à une élection, on s'est engagé à respecter en amont les décisions. On a été représenté au sein de cette CENI, on a été représenté au sein des CELI et des bureaux de vote et qu'on appelait les populations à aller nombreux voter et qu'on appelait à la non-violence. Tout ça là, ça prouve qu'on a accepté les règles. Donc lorsque vous acceptez les règles en amont, il faut les accepter en aval. Sinon, il y a un problème. Et surtout que le peuple togolais, elle est plurielle, même si elle est unique. Parce que ceux qui ont porté leur voix sur Tchassima Traoré sont aussi du peuple togolais, comme ceux qui ont porté leur voix sur Jean-Pierre Fabre et Faure Simbe. Voilà. Donc, je dirais aussi que c'est contester, c'est la décision du peuple togolais aussi, c'est faire un jeu à ce peuple-là que de dire non, qu'il n'a pas porté sa voix sur une personne et que c'est une autre personne alors que les résultats ne sont pas celles ou bien ceux que nous voudrions, parce qu'il faut s'en tenir quand même à tout ce qui est sorti dans les bureaux de vote et par les urnes et les résultats des urnes. Je crois que c'est ça qui a été communiqué à la communauté nationale comme internationale. Voilà, Olivier a dit avec votre égard de journaliste, on ne peut pas peut-être se prêter à cet exercice, mais déjà au vu du déroulement même du code de la proclamation même des résultats, on avait appris déjà que le président sortant, Faure Simbe, a été donné vainqueur avec les résultats de 6 CELI et avec tout ce qui entourait même la proclamation de ces résultats. Et ça ne donne même pas ça donne une certaine crédibilité à ces résultats? Non, je crois que c'est là le problème togolais en fait, puisque pour essayer de décrédibiliser une élection, il suffit
de la contester ou de troubler donc l'ordre normal des choses. Voilà. Même si les choses ont bien démarré. Et là, je crois qu'au cours de ces élections, ça a bien démarré, la campagne et l'élection. Ce n'est pas moi qui le dis, je crois que les candidats tous ont été d'accord. Maintenant, je crois qu'à partir du jour de l'élection, la plupart des candidats avaient les résultats, puisque chacun avait son dispositif donc, et sur le territoire et a pu recueillir les résultats qui sont sortis des urnes et connaissait déjà sa position. Voilà. Vous comprenez? Donc, il est facile de vouloir décrédibiliser à ce moment précis, puisqu'on a accompagné jusqu'à un certain moment où on savait qu'on n'est plus, ou bien on n'est pas le premier, ou on n'est pas le gagnant. Donc, on essaie de décrédibiliser. Pourquoi on dit que l'élection ne s'est pas bien passée. Voilà, mais de manière générale, Gérard Lapaki, il parle de décrédibiliser même cette élection. Mais peut-être d'autres personnes n'arrivent pas à comprendre la démarche adoptée même par le parti au pouvoir uni, même si ce parti était donné vainqueur selon ses responsables à cette élection. Mais pourquoi avoir procédé de la forme? Comment on analyse cela? Je crois que le confrère Olivier a dit tout à l'heure aussi que contester, c'est faire injure au Togolais. Je voulais juste relever dans ce qu'il a dit un truc. Nous avons vu des élections qui se sont déroulées dans des pays qui sont des pays proches du Togo, des pays voisins du Togo. Et l'engouement qui a régné après les premiers résultats, ces résultats partiels, où vous sentez très bien que c'est le peuple qui a porté le candidat gagnant. Est-ce que c'est la même chose? Depuis qu'on nous a offert ce spectacle-là que moi je qualifie de brigandage politique ou bien de délinquance politique, je le dis parce que quand vous faites la part des choses entre, prenons l'exemple du Nigeria, qui, dans un passé récent, a eu une élection présidentielle, et au terme de cette élection-là, on a vu tout le peuple qui s'est soulevé pour dire, effectivement, nous avons voté pour ce candidat-là. Et comparer ce qui se passe au Togo depuis que la CENI s'est prêtée à ce jeu malsain-là, à travers son président, jusqu'aujourd'hui, regardez très bien si cet engouement-là, cette réjouissance-là, on le trouve, bien on les trouve au sein même de la population togolaise. Alors, moi j'ai dit, si on me dit aujourd'hui que M. Faure Gnassingbé est vainqueur de cette élection-là, c'est faire injure au peuple togolais. Parce que justement, il a fait allusion au fait qu'il faut aller au fond. S'il faut aller au fond de ce qui s'est passé, on saura qu'on ne nous dira pas que nous avons reçu une mission de servir un peuple et que seul je me retrouve dans une salle là et je donne des résultats. Des résultats comment? Où on est face à toute une planète. Si le travail a été fait d'une manière collégiale, on ne nous dira pas, le président de la CENI ne nous dira pas quand il était en train de faire lecture, je dis bien lecture de ces résultats falsifiés, il ne nous dira pas que j'ai commis des erreurs par ici, on va régler ça après. Non. Ça, c'est des incongruités. C'est pourquoi je maintiens que me dire aujourd'hui que M. Faure Gnassingbé est gagnant de cette élection-là, c'est faire un jeu au Togolais. Olivier Adja? Non, je crois que parler de l'engouement comme marque ou signe donc, de la transparence d'une élection, je ne crois pas que l'engouement d'un peuple fait partie des conditions ou des caractères donc, de la transparence d'une élection. Voilà. Et le contraire serait serait bien la bienvenue parce que, vous savez, le contexte togolais est un peu différent donc d'un certain nombre de pays. Et il faut aussi relever que le fait de ne pas célébrer cette victoire, je crois que c'est d'abord par respect pour l'adversaire. C'est d'abord non, mais dans n'importe quel pays, on voit même en France, dans tous ces pays de démocratie, mais après la proclamation des résultats, on célèbre. Oui, mais je dis le contexte togolais. Le contexte togolais aujourd'hui, vous vous rappelez au niveau de la CENI, comment la CENI a eu du mal à proclamer les résultats de ces élections. Jusqu'à ce que... D'autres disent que c'est peut-être parce que les choses ne s'étaient pas passées normalement, parce qu'il y avait peut-être du flou, il y avait du flou dans le travail. Oui, bien sûr. Moi, je ne suis pas là pour le savoir. Oui, en tant que journaliste. Bien sûr, en tant que journaliste, on peut faire donc, des analyses, des supputations sur la question. Mais ce que je retiens, c'est les faits. Les faits, c'est que ça a obligé un certain nombre de chefs d'État à arriver et à initier une démarche de conciliation.
Et à la télé, nous avons vu tous les acteurs, en tout cas leurs représentants, ont eu à dire que non, on nous a demandé que le temps est trop ou bien le temps presse. Donc il faut aller vite et proclamer. C'est ce qu'on nous a dit ensemble. Vous et moi, nous avons vu. Donc, et proclamer ces résultats-là. Surtout qu'on avait sous la main un certain nombre donc, de chiffres. On parlait de 6 sur les 32 CELI. Oui, mais après, puisqu'on disait qu'il y a des CELI qui avaient des problèmes. Mais comment est-ce que les problèmes-là ont été réglés? Comment est-ce que ça a été réglé? Moi, personnellement, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a quand même eu une diplomatie, en tout cas une démarche de bon office du président ghanéen et du président ivoirien qui sont arrivés, et l'opposition était représentée, le pouvoir était représenté, la CENI et un certain nombre donc, de personnalités ou bien en tout cas d'institutions qui interviennent dans l'organisation de l'élection étaient représentées, et on nous a donné, en tout cas on nous a dit la même chose, c'est que il faut aller vers les résultats. Voilà. On dit que les deux présidents ivoiriens et ghanéens sont venus demander à ce que le travail se passe, que la compilation des résultats se poursuive et non la proclamation des résultats. N'est-ce pas? Je crois que Olivier même a levé un coin de voile sur le problème. Quand on nous dit que sur 15 CELI, sur 42 CELI, il n'y a que 15 qui ont été travaillés, et que les 15 ont été travaillés en l'espace de 2 ou 3 jours, et que le restant qui avoisinait un certain nombre ont été faits juste en moins d'une heure, ou 2 heures. Mais on se demande, c'est pas quelle alchimie, puisqu'il parle tout à l'heure de problèmes. Et tout le monde sait qu'il y a eu des problèmes. Tout le monde sait que ces problèmes doivent avoir des solutions. Et ce qui a été préconisé, à ce que je sache en tant que journaliste, c'est que les deux présidents qui étaient arrivés à la rescousse des Togolais ont dit les CELI à problème, mettez-les de côté et puis évoluer avec ceux qui restaient, ou bien celles qui restaient. Mais quelle n'a pas été notre surprise que le même soir, avant même que ces deux présidents-là ne rentrent dans l'avion, que le président de la CELI se pointe devant les caméras et devant tout le monde entier proclame des résultats. C'est quel génie ça? Mais c'est la grande question. Les problèmes, oui. Vous nous dites tout à l'heure que vous ne savez pas comment ces problèmes ont été résolus. Mais quand vous ne le savez pas et que le vice-président qui est là, qui dit qu'au même moment où le président était assis, il nous demandait de nous réunir pour une plénière. Puisque c'est la plénière, selon la loi électorale, c'est à la plénière qu'on prend des décisions. Mais la plénière ne s'est pas encore réunie et le président va donner des résultats. Quels sont les résultats? Traficotés, falsifiés. Mais c'est ça. Puisqu'il faut relever en tant que journaliste, dans les faits et gestes du président de la CENI, ce qui se passait. Mais la version du moi j'étais très est différente. mais j'étais très éberlué de voir un président de la CENI qui avoisine les 60 ans devant les caméras, qui, normalement, s'il avait fait un travail collégial avec les autres, ne viendra pas nous dire parce que vous servez un État, une République, ne viendra pas nous dire qu'il y a des erreurs ici. Je suis sûr que si le travail était fait collégialement, au moins il y aura un qui saura que tous les documents qui étaient à la portée, puisque le même document que le président, les autres membres devaient l'avoir. Il lui dira, mais monsieur le président, il y a des erreurs par ici. Mais si tel n'a pas été le cas, et que c'est après qu'il ait donné les premiers résultats, qu'il se tourne vers quelqu'un là, qui lui chuchote quelque chose à l'oreille, et il vient nous dire à nous, Togolais, ne nous prenez pas pour des abrutis, on me fait souffler maintenant qu'il y a eu des erreurs dans la lecture. C'est comme ça on sert un État. Oui, mais Olivier a déjà même cette manière de procéder, quand même ça frise un peu ridicule. Oui, je suis parfaitement d'accord avec vous, puisque en tant que Togolais, nous aussi nous avons relevé ce côté un peu chose là et déplacé donc de la chose. Mais ceci étant, je crois qu'il faut retenir qu'après une élection, il faut aller à la proclamation des résultats. On ne va pas passer des mois donc pour attendre, et surtout lorsqu'on sait ou bien on sent que il y a un certain nombre de personnes qui veulent donc faire du dilatoire pour retarder les choses. Parce que je vous ai dit ici, une élection n'est pas transparente parce que une partie donc des candidats ou des acteurs donc contestent ça.
on peut contester de bonne foi, parfois on peut contester aussi de mauvaise foi. Donc, si on sent que la contestation ou bien est faite pour pouvoir retarder donc les choses et traîner les choses, je crois que moi je ne suis pas opposé à ce que la CENI aille en avant, quitte donc à permettre à ceux qui contestent de suivre la procédure et de respecter la procédure de contentieux. Donc, et là, à ce niveau, on verra bien qu'est-ce que soit la Cour constitutionnelle décidera. Je fais remarquer que c'est devant cette Cour constitutionnelle-là que ceux-là qui représentent CAP 2015 ont prêté serment. Ce qui veut dire qu'ils reconnaissent la compétence de cette Cour constitutionnelle. Donc on ne peut pas diviser cette compétence-là en disant on prend lorsque c'est pour prêter serment devant cette Cour constitutionnelle et on ne prend pas lorsqu'il s'agit d'aller et de prouver que nous avons gagné. Voilà. Ildefonse Akpaki ? Oui, mais parlons du contentieux. Parce que j'ai relevé deux choses. J'ai relevé le dilatoire, j'ai relevé la contestation. Si déjà au sein même de l'équipe de la CENI, il se trouve que les règles établies n'ont pas été respectées, à quoi bon de dire... Lesquelles par exemple ? Rappelez-vous l'article 8 du Code électoral qui demande à ce que la CENI procède à la transparence. Et la transparence suppose que quand nous prenons l'exemple de la Binaou, il y a eu plus de 1000 et quelques voix supplémentaires. Mais la transparence se trouve où ? Qu'on retrouve. Pourquoi le nombre de votants a dépassé le nombre d'inscrits ? Qu'on retrouve pourquoi ? Par exemple, dans la Kéra, on a retrouvé des spécimens. Pourquoi retrouver des spécimens ? Quand on sait qu'avant d'entrer dans un bureau de vote, vous venez, vous allez chercher votre bulletin, vous rentrez dans l'isoloir, vous venez, vous déposez votre bulletin dans l'urne. Mais comment peut-on se dire aujourd'hui, tout en se fondant sur le code électoral, en son article 8, qui demande qu'il y ait la transparence, que les gens qui sont membres de la CENI ne demandent pas des comptes au président des CELI, dont ces CELI-là posent problème. J'ai parlé de la Kéran, j'ai parlé de la Binan. Est-ce que c'est encore la transparence, ça ? Il faut qu'on donne des comptes déjà à la CENI, et quand il y a un contentieux digne de ce nom, qu'on le transmette à la Cour constitutionnelle. Parlons-en à la Cour constitutionnelle. Mais si la Cour constitutionnelle, en tant que haute juridiction de l'État, ne s'est pas autosaisie du fait qu'on a retrouvé dans les urnes des spécimens, c'est grave. Comment a-t-on donné des résultats quand on sait très bien qu'il y a la tricherie ? Comment ? Mais ceux qui aujourd'hui contestent, c'est de bonne foi qu'ils contestent. Je ne peux jamais accepter qu'on me triche. Mais voilà pourquoi je dis aujourd'hui, mais ceux qui ont contesté ont leur raison de contester. Ils doivent contester. Contester parce que les conditions dans lesquelles les résultats ont été donnés ne respectent pas la loi électorale. Voilà, Olivier je crois qu'en démocratie, il y a une procédure pour contester. Et la contestation, elle est encadrée. Elle est prévue par nos lois et tout notre arsenal juridique. En fait. Est-ce que c'est possible encore de faire une contestation auprès de cette Cour constitutionnelle qui a l'impression de travailler juste pour le parti au pouvoir ? Oui, mais c'est une impression. C'est une impression. Et là, on ne peut pas juger. Donc, je ne sais pas, des affaires d'un État sur l'aune d'une impression. Il faut aller et mettre la Cour constitutionnelle devant ses responsabilités. Il n'y a pas d'action sans intérêt. Je crois que celui qui a intérêt à contester, à saisir la Cour constitutionnelle, c'est celui qui conteste. Ce n'est pas la Cour constitutionnelle, ce n'est pas obligé que la Cour constitutionnelle s'auto-saisisse quand il y a des gens qui ont intérêt à la saisir. Non. Aujourd'hui, Jean-Pierre Fabre a intérêt à saisir la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, quel est l'intérêt de la Cour constitutionnelle de s'auto-saisir, en fait? Je ne vois pas, puisque c'est Jean-Pierre Fabre qui veut gouverner le pays, c'est lui qui réclame le fauteuil présidentiel, c'est lui qui dit qu'on l'a volé. Donc c'est à lui de faire les démarches telles que prévues par nos lois. Donc pour interpeller cette Cour constitutionnelle et prouver à la communauté internationale que cette Cour constitutionnelle, elle n'est pas droite, vous comprenez? Mais on ne peut pas agir sur une impression. Surtout que si on a l'impression que la Cour constitutionnelle soutient un parti, alors
pourquoi n'avoir pas refusé d'aller prêter serment devant cette Cour constitutionnelle? Voilà. C'est ce que je dis. Mais de l'autre côté, quand on nous parle de l'article 8 du Code électoral, etc., je crois qu'au niveau de la CENI, ou bien la loi prévoit que la CENI supervise et organise les élections, et la Cour constitutionnelle connaît du contentieux donc, électoral. Le contentieux électoral commence du moment où les votes ont été faits et approuvés, et que l'un des candidats trouve qu'il y a, ou bien l'un de ses représentants trouve qu'il y a problème au niveau des résultats. Donc, est-ce que la CENI va se substituer à la Cour constitutionnelle pour connaître du contentieux, parce que le contentieux commence du moment où l'un conteste et l'autre refuse. Vous comprenez? Voilà. Donc, au sein de la CENI, il y avait ceux qui contestaient les résultats de la BINA, mais il y avait aussi ceux qui approuvaient ces résultats-là. Donc, oui, mais comment approuver des résultats alors qu'on sait que le nombre de votants est supérieur au nombre d'inscrits? Oui, je crois que c'est en réalité à l'institution qui est chargée de nous éclairer, de nous apporter, comment dire, la lumière. Parce que moi, je peux supputer en disant que quoi, il y a la question des déplacements. Moi, je n'ai pas voté à Lomé. Si il y a des gens qui vont dans la BINA ou qui se sont déplacés entre-temps dans la BINA, je ne sais pas d'expliquer, mais voilà. Je suis en train de supputer. Voilà. Donc, ils peuvent aller voter là-bas alors qu'ils ne sont pas inscrits. Donc, ils doivent être, ils doivent se signaler au niveau de la CENI. Voilà. Maintenant, à hauteur de combien de personnes? Voilà. Je ne dis pas que ça a été ce cas de figure ou non. Voilà. Mais je dis, il faut confier cette question-là à l'institution chargée de nous éclairer, de le faire, parce que nous n'avons pas les éléments pour expliquer cela. Voilà, non, mais je voudrais dire à Olivier de ne pas faire preuve d'hérésie intellectuelle. Je t'en prie, parce que... Non, pas parler d'hérésie intellectuelle. Je crois qu'on est des confrères, on se respecte, mais je crois que... Non, il y a certains mots... Parce que... Oui, on va respecter. On va mettre vers la terre, Ildefonse. Il faut un respect entre nous. Voilà, c'est compris. Je te respecte. Je ne vais pas vous lancer. Je ne vous ai pas insulté. Non, mais l'hérésie intellectuelle, ça veut dire que... En tant qu'intellectuel, je comprends que c'est une injustice. Voilà. Et Delphonse, on y va? Je crois quand il dit qu'il y a eu des problèmes à la CENI, qu'est-ce que la CENI, qu'est-ce que la Cour constitutionnelle a dit par rapport à ces CENI qui ont eu des problèmes? Si on trouve aujourd'hui que dans un certain nombre de CENI, surtout au nord, il y a eu des problèmes, autant de problèmes, qu'on n'a pas pu régler au niveau de la CENI parce que les gens qui sont là ont bien voulu que ça soit ainsi. Qu'est-ce que la Cour constitutionnelle a dit de la BINA? Qu'est-ce que la Cour constitutionnelle a dit de ces CELI et de ces bureaux de vote dans lesquels on a trouvé des spécimens dans les urnes? Qu'est-ce que la Cour constitutionnelle a dit à propos de ça? Pourquoi on nous donne aujourd'hui? Vous savez, quand je fais revenir à la mémoire une image de M. Tafata Biou, qui, à l'entame de ses déclarations, disait que la CENI s'y active. En principe, on donne les résultats provisoires de toutes les CENI, pendant que, sachant très bien qu'il y avait des CENI à problème, et que le même soir, on ne nous dit pas que ces CELI-là, dans lesquels on a relevé qu'il y a eu autant de nombre de votants que d'inscrits, on ne nous dit rien. Et qu'au lendemain matin, le même président se pointe, donne encore d'autres résultats, mais vous allez me dire que ça, là, c'est une transparence. Alors que j'ai dit tout à l'heure, j'ai cité tout à l'heure l'article 8 du Code électoral qui oblige ceux qui ont reçu pour mission d'organiser, de superviser l'élection, de faire preuve de transparence. Voilà. Mais moi, je crois que la transparence était en amont parce que... Comment la transparence peut être en amont? L'une des rares fois où l'opposition, toutes les régions de l'opposition ont été prises en compte donc, par la CENI et par les organes qui organisent les élections. En amont, bien sûr, quand on parle du fichier électoral et qu'on fait des exigences, je crois que ça a été... Le fichier électoral, il n'était pas bon. Mais voilà, c'est là où je voulais en venir, voilà. En fait. Vous savez, lorsque vous acceptez les règles d'un jeu, oui, effectivement, vous allez sur un terrain
et dans ces conditions, vous avez l'impression que les règles sont pas bonnes. Vous dites, bon, on est d'accord, on y va. Ne vous prévalez pas de votre propre turpitude. Vous comprenez? Parce que j'ai l'impression que les gens ont accepté les règles du jeu. Rappelez-vous, un front, d'autres fronts qui ont dit non, les choses ne sont pas encore réunies pour aller à ces élections, mais on les a traités de tous les noms d'oiseaux en disant que nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Voilà. Nous avons réuni tout pour pouvoir. Et aussi, j'aimerais quand même dire que il ne faut pas répéter les mêmes erreurs. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez, je vois la répétition de la même stratégie de 2010. Parce que lorsque vous gagnez une élection ou bien vous perdez une élection, vous ne prenez pas le temps de faire le bilan de cette élection, de revoir le film donc, de vos erreurs ou des forces de l'adversaire pour pouvoir anticiper pour la prochaine fois. Et vous passez votre temps à contester jusqu'à 5 ans après et vous revenez face à la même personne. Soyez sûr qu'il va vous battre avec les mêmes règles. Voilà. Et des fois, on parlait même du fichier électoral qui n'était pas parfait, mais consensuel, d'après le propos du général Sangaré. Mais malgré cela, l'opposition n'a pas contesté les élections dans ces conditions. Et c'est peut-être même la question, c'est là où on a retrouvé peut-être le problème de la BINA, où on trouve le nombre d'inscrits supérieur, le nombre de votants supérieur au nombre d'inscrits. Je crois qu'un travail a été fait quand les experts de l'OIF étaient arrivés. On a essayé de polir un tout petit peu le fichier électoral. C'est pourquoi, sur la base d'un consensus, les candidats sont allés à cette élection-là. Et maintenant, parlons-en de l'OIF. Je crois, tout à l'heure, le confrère Olivier s'est énervé parce que j'ai utilisé une expression que je ne vais plus reprendre. Je crois que, peut-être qu'il ne le sait pas, je l'informe, car la veille, à 3 heures du matin, il y a eu un accord qui a été signé mettant en place le comité d'accompagnement. J'ai suivi de bout en bout tout le travail que le comité d'accompagnement a fait. Ces CELI à problème dont on parlait tout à l'heure ont été signalés au comité d'accompagnement qui a relevé effectivement que sur toute la ligne, ce que les membres de la CENI proche de CAP 2015 relevaient comme irrégularité étaient vraiment des choses à problème auxquelles on devait trouver des solutions. Mais quand le général Sangaré, lorsque le président de la CENI s'est prêté à ce jeu malsain que tout le monde a vu dans le monde, M. Sangaré n'a pas voulu cautionner la forfaiture. Il s'est levé, il a quitté la salle en disant « Je n'ai plus ma place là-bas ». Cela veut dire que ce que faisait M. Tafa Tabiou n'était pas non seulement du goût des délégués de la CENI proche du CAP 2015, mais aussi des premiers responsables de ce comité d'accompagnement qui ont vidé la salle. Pourquoi? Parce que, jusqu'à preuve du contraire, à l'heure où M. Tafa Tabiou se prêtait à ce jeu malsain-là, on n'avait pas les résultats. La compilation et le travail étaient encore en train d'être faits. Mais d'après le monsieur Aganaï, il avait tous les résultats. Parce qu'il a nagué la presse même à la veille. Qu'est-ce que vous appelez par... il avait les résultats d'après ce qu'il Monsieur Aganaï n'est pas plus togolais que nous qui parlons autour. Oui, mais c'est à lui qu'on a confié. Non. Je voudrais vous informer que cette histoire de succès a été justement remplacée par le comité d'accompagnement. Et ça a été le fruit d'un accord signé par tous les acteurs. Aujourd'hui, quand on me dit qu'en amont, les gens savaient que ce qui était fait n'allait pas les favoriser, mais ils ont accepté. Aujourd'hui, nous ne parlons pas de l'autre. Nous parlons de la scène piteuse là qu'on a offerte au monde. Nous parlons de ce que, quand on vous choisit pour servir une nation et que vous êtes en équipe,
vous ne devez pas vous lever seul de votre propre chef pour venir faire ça. Il a relevé tout à l'heure parce qu'il a accepté. Il a dit que la manière dont on a donné ces résultats-là, je reviens sur ceci. Si le travail qui a été fait a été un travail collégial, est-ce que le président de la CENI nous parlera d'erreur? Est-ce que le président de la CENI va bégayer? Est-ce que le président de la CENI nous dira, en pleine diffusion d'émissions, qu'on me fait souffler à l'oreille qu'il y a eu des erreurs? Mais non, soyons sérieux. Voilà. Nous servons un État. Voilà. Attends, je voulais finir. Il aurait à avoir sa société à lui, une société privée, qui peut se comporter comme ça, M. Tafa Tabiou. Mais au regard de toute une nation, je crois qu'il faut un respect pour ce peuple. Voilà pourquoi je dis, celui que M. Tafa Tabiou a appelé comme étant gagnant de la présidentielle de 25 avril ne peut pas l'être si ce n'est une insulte au peuple togolais. Non, mais moi je n'ai pas arrêté les éléments pour affirmer ce que mon confrère affirme. Et puisque officiellement, l'organe qui est chargé d'organiser ces élections et qui est composé de l'opposition de tous les candidats, des représentants de tous les candidats, c'est cet organe-là qui a donné les résultats officiels. Donc je m'en tiens à ce qui est officiel. Maintenant, en tant que peut-être si j'étais candidat ou soit soutien d'un candidat, je serais aussi, c'est dans la nature de l'homme, mais lorsqu'on vous bat, vous n'êtes pas content. Non, mais si on nous bat dans les conditions normales, on va l'accepter. On a vu le Nigeria, Goodluck a été battu normalement. On n'a pas cette culture en fait. Là, si vous voulez, on en revient. Oui. Imaginez que toutes les supputations à la veille de ces élections qui disaient que Jean-Pierre Fabre a été vendu par ici et par là, et au lendemain de ces élections... Olivier, par rapport même à cette élection, j'ai dit, l'élection, il y a plein de scènes qui ont été faites à la... Oui, je crois que... Mais est-ce que dans ces conditions, on peut dire qu'il a été sérieusement battu, clair? Sérieusement battu, ouais. Bon, là, je crois que ce n'est pas à moi de se prononcer sur la question, mais je dis que nous avons eu des résultats d'une commission dans laquelle l'opposition a siégé, dans laquelle les représentants de Jean-Pierre Fabre ont siégé. Et je crois qu'il faut aussi s'en tenir au fait. En tant que journaliste, je m'en tiens au fait. Et au fait, on s'en tient justement au fait. Voilà. C'est ce qu'ils ont livré et que nous sommes en train de commenter. Oui, mais au-delà de ça, il y a d'autres faits. Par exemple, que mon confrère a relevé par rapport à l'OIF et à ce qui s'est passé dans les coulisses. Voilà. En réalité, ce ne sont pas des faits vérifiés et vérifiables. Donc, je ne peux pas m'en prévaloir. Toute la presse était au courant que le général Sangaré a claqué la porte. Oui, mais quand vous posez la question à d'autres, on vous dira que non, il a terminé sa mission, il est parti. Et aujourd'hui, le général Sangaré n'est pas mort. Il n'a pas dit. Sinon, c'est possible de l'interroger. Il y a tellement de supputations sur la question. Oui, je m'en tiens au fait. Et au fait, ici, aujourd'hui, c'est que l'OIF, qu'on présente comme étant mécontente, est celle-là qui a félicité le vainqueur. Et là, ce sont des faits, ce n'est pas moi qui fabrique. Ce que je n'arrive pas à contrôler, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour que le général Sangaré s'en aille. Mais ce que je sais et que je peux vérifier en tapant Google, en fouillant les médias, c'est que l'OIF, en tant qu'organe qui a envoyé des experts, a quand même félicité le vainqueur. Oui, mais pourquoi peut-être on n'a pas toujours ces félicitations de la part du président gagnant et ivoirien et ceux qui sont venus même cautionner cette victoire? De toutes les façons, je crois que si je dis l'OIF a félicité le gagnant, je ne dis pas que les félicitations sont gages. Donc, ou bien donne une caution au gagnant. Seulement, puisqu'il a relevé le cas de l'OIF, c'est pour seulement dire que l'OIF, sinon, je parlerai aussi du candidat et du président ghanéen, etc. Mais il a relevé que l'OIF n'était pas content. Oui, donc, lorsqu'on n'est pas content, soit on dit non, soit on se tait. Voilà. Mais lorsqu'on soutient, c'est que quelque part on est d'accord. Okay. Parce que moi je voulais relever. Voilà, je voudrais, confrère, que nous abordons maintenant cet aspect un peu même de cette élection, le comportement de certains candidats et peut-être même de certains hommes politiques. Nous avons vu à Gourmet Kodjo, nous avons vu notre ami Ducas à Pévon et trucs qui se sont fait injurier sur les réseaux sociaux. Comment vous analysez un peu cela, cette scène?
Oui, je crois que, vous savez, les réseaux sociaux, c'est là où on trouve de tout. On les a traités du traite. Oui, je crois que on trouve de tout, je dis. Parce qu'on traite par rapport à qui et par rapport à quoi. Parce que de l'autre côté, je vois aussi des gens qui traitent de traite ou de vendu Jean-Pierre Fabre voilà. sur les réseaux sociaux. Mais ça ne fait pas, je ne vais pas ça pour argent comptant. Parce que les réseaux sociaux ne sont pas encore une source fiable. Donc pour moi, en tant que journaliste. Sinon, on prendrait tout ce qui se rencontre sur les réseaux sociaux. Les gens viennent se défouler. Et qui sait qui vient? Peut-être que ce sont les adversaires de ces leaders politiques, on ne sait jamais. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas se baser sur ce que les réseaux sociaux disent pour, en tout cas, se prononcer sur ces genres Mais je fais remarquer quand même que, vous savez, moi, dans cette question, je dis simplement que l'opposition aurait mieux fait d'abord de changer de stratégie. Parce qu'aujourd'hui... Changement de stratégie est égal à quoi? Changement de stratégie est égal non-répétition des mêmes choses. Vous comprenez? Parce que, rappelez-vous, que depuis de toutes les façons qu'on a commencé cette lutte, c'est la même stratégie de contestation, de marche, et je ne sais pas, que l'opposition a toujours fait. Face à un candidat, ou bien en tout cas au candidat du parti au pouvoir, qui a tous les leviers du pouvoir, qui a les moyens de l'État ou des moyens supposés personnels, qui a les relations au niveau international et je ne sais pas, qui a beaucoup d'assises. Donc, revoyez là où vous n'arrivez pas à réussir et essayez de changer pour faire face. Parce que gagner une élection, c'est d'abord avoir les moyens financiers. Et je vous jure que l'opposition n'avait pas les moyens financiers. Par rapport à la campagne qui a été battue, l'opposition n'avait pas les moyens financiers. C'est avoir les ressources humaines pour les représenter dans les bureaux de vote, mais aussi pour les accompagner dans un certain nombre de choses techniques. Ça, il faut quand même prendre le temps de le faire. Je crois que là, demander cela, ce n'est pas encore s'attaquer à qui que ce soit. Je dis que l'élection officiellement a été perdue. Maintenant, si Jean-Pierre Fabre, aujourd'hui, nous convainc que par la contestation, il peut reprendre son pouvoir, je suis d'accord qu'il conteste. Mais je le fais rappeler que depuis 2010 jusqu'à 2015, il a contesté, mais il n'a pas repris. Voilà, le pouvoir. Voilà. Ildefonse? Oui, l'opposition tombe toujours dans les mêmes erreurs. Sauf qu'il a oublié de dire aussi que le pouvoir procède au hold-up électoral. Parce que chaque fois, le pouvoir a toujours volé. Le pouvoir a toujours volé. Il faut avoir le courage de le dire aussi. Je reconnais. Non, je dis il a volé. Voilà. On a volé la dernière fois. Et je regrette que c'est des personnes âgées à cet âge-là qui offrent ces scènes piteuses-là au monde entier. Et ça m'amène à poser la question de savoir quel est cet héritage-là que ces personnes qui aujourd'hui dirigent l'État togolais veulent léguer aux générations futures. Si tout le monde sait aujourd'hui que c'est l'âge de 60 ans, 70 ans qui gâche le pays, quel est cet héritage qu'on veut laisser aux générations futures? Mais c'est la grande question. Puisque ça repose un autre problème. Ça pose un problème d'immoralité. Quand on érige le hold-up électoral, le vol, la délinquance, le brigandage politique comme étant un système de gouvernance, mais vous pensez que ceux qui viendront après ne vont pas jouir des mêmes choses? Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis, tout à l'heure, quand on me dit que l'opposition n'avait pas les moyens, mais on sait très bien que le pouvoir en place a utilisé les moyens de l'État. Oui, le pouvoir en place a utilisé les moyens de l'État. Et de deux, quand on me parle aujourd'hui de ce qu'on a toujours contesté, oui, parce qu'on sait qu'on nous a volé, entre guillemets, je dis ceux-là qui contestent, ils savent qu'on les a volés, qu'ils contestent d'eux. Voilà. Mais quelle a été cette manière-là de mettre tout le pays dans une forme de... je ne sais pas comment qualifier le truc, où on a fait sortir même des chars pour une élection. Même les réseaux sociaux coupés, non, mais j'en viens. Même au Nigeria où sévit Boko Haram, lors des élections, on n'a pas vu les chars sortir. Moi, j'ai vu des pick-up. J'espère que vous y étiez. J'ai vu des pick-up sur lesquels on a fixé des armes lourdes. J'ai vu des militaires qui étaient non seulement cagoulés, mais aussi qui avaient des gilets pare-balles un peu partout. Quel est ce genre de sécurisation
où l'armée qui doit défendre le pays, quand il y a agression, on fait sortir cette armée-là. Eux, on laisse de côté la gendarmerie et la police qui sont ces corps-là qui sont chargés de faire la sécurité des citoyens. Quelle est cette manière de concevoir les choses? Et quelle est cette manière de couper les réseaux sociaux, Voilà. de couper les communications? Moi, j'ai une question par rapport à ça. Voilà. Quelle est la relation entre le fait qu'on parle de chars ou de militaires dans la rue et la victoire ou l'échec d'un candidat? Vous voulez que je... La défaite. Voilà. Bon, ça, c'est une question personnelle que je pose. Mais j'aimerais quand même poser une question. Peut-être à Cap 2015, est-ce que ce regroupement a fait son bilan, son mea culpa? Est-ce que ce regroupement croit qu'il n'a pas commis d'erreur au cours de ces élections? Est-ce que le fait que Faure Gnassingbé ait encore la possibilité de faire 2 mandats, de faire même un mandat illimité aujourd'hui, parce que les réformes, on n'a pas soutenu les réformes en disant qu'il ne doit plus se représenter totalement et qu'il a réussi à se présenter sans les réformes et qu'aujourd'hui il a la chance d'aller de façon illimitée. Est-ce qu'on croit qu'on a bien fait aujourd'hui? C'est-à-dire le peuple pose cette question aussi parce que une grande partie du peuple demandait aussi ces réformes. Des réformes à laquelle le Jean-Pierre Fabre et l'ANC n'ont pas réussi à soutenir. Parce que je rappelle encore qu'il y a eu un dépôt de dossiers, ou en tout cas de propositions, au niveau de la table de l'Assemblée par deux partis politiques que nous connaissons très bien. Et en ce moment, ceux-là qui devraient soutenir ça ne l'ont pas fait. Voilà. Aujourd'hui, on est devant une situation. Parce que vous savez, lorsque vous avez la même statut que quelqu'un, et que chaque fois que vous l'affrontez à un combat de boxe et qu'il vous bat, vous allez, vous revenez, il vous bat. Vous allez, vous revenez, il vous bat. En réalité, celui qui vous bat, ce n'est pas lui qui est méchant, c'est vous qui n'êtes pas bien. Voilà. Monsieur voilà. Rapidement. Quand vous parlez de 2 formations qui ont déposé un projet de loi, je vous dis que vous faites une lecture erronée des choses. Allez-y. Les 2 formations n'ont pas le quota qu'il faut pour faire. Mais ils ont fait une proposition qui a été soutenue. Dites-moi, dites qu'ils ont fait une proposition et non. Tu as dit une proposition et déposée. Il y a dit une proposition qui a été déposée sur la table. On va parler. Vous avez parlé de 2 formations politiques. Allez-y. Vous avez parlé de 2. Les 2 formations politiques à elles seules ne peuvent pas, n'ont pas ce quota-là, ce quorum-là. Autrement dit, avec l'ANC, elles pouvaient. Mais c'est ce qui s'est passé normalement. Voilà, chers confrères, on va aborder peut-être un peu cet aspect. Moi, c'est particulièrement le comportement d'un candidat qui, déjà, le lendemain de cette élection, a contesté même la manière dont les élections se sont déroulées. Mais en même temps, on l'a vu à l'investiture. Je vais parler du candidat Djeritama qui a félicité le président de sa victoire. Mais c'est comment? Sur les réseaux sociaux, on le traite de jouette. Comment on analyse ça? Il conteste d'abord dans un premier temps et puis il salue dans... Qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que ça ne ferait pas un peu ridicule? Oui, la question doit être posée normalement à Djeritama. Non, en tant que journaliste. En réalité, oui, mais je vais en venir. Voilà. Je crois que pour répondre, et en tout cas pour bien répondre à cette question, je crois que l'intéressé serait le mieux placé. Mais vous avez raison, il a relevé un certain nombre d'irrégularités, en tout cas de problèmes sur le terrain. Et après, on l'a vu à l'investiture. Donc, d'où cette question-là de savoir il est quoi. Mais je vous rappelle aussi que dans la formule célèbre donc, des observateurs, c'est qu'on dit les irrégularités qui ne sont pas de nature à mettre. Donc, je crois, c'est pourquoi je dis je ne suis pas bien placé pour répondre. Mais toujours, si vous insistez, j'imagine que peut-être que les régularités qu'il a constatées, il se dit que ce n'est pas de nature à remettre en cause l'ensemble des résultats. Voilà. C'est ce que je me dis. Il a d'ailleurs proclamé les résultats même sur Internet. Oui, mais il a donné ses propres résultats. Voilà. Donc je crois que sur la base de ses propres résultats, il a vu que même s'il y avait eu des régularités, ça ne changerait rien. Mais il contestait une part. Voilà, il a fait ça. Non, mais je crois que c'est sur ce même plateau que j'ai dit que M. Djeritama est un adepte du mercanto-politique. Je le redis. Je ne le rebiffe pas. C'est tout ce que je dirais de l'homme qui dit quelque chose le matin et le soir il dit autre chose. Donc, voilà, on a célébré la journée de la presse, la journée internationale de la presse, mais dans le même temps, on constate toujours qu'au Togo, certains médias sont toujours inaccessibles, certains sites comme ici Lomé, il y a plein de trucs qui sont critiques à l'endroit du régime, qui sont inaccessibles au Togo. Olivier a dit,
journalistes, mais on ne peut pas continuer dans ces conditions-là. Oui, là, je suis d'accord avec vous parce que c'est un problème qui me tient parfaitement et particulièrement à cœur en tant que président de l'association de la presse privée, des organes de presse privée en ligne, donc à Topel. C'est que nous avons constaté aussi, et comme vous, qu'au lendemain des élections, il y a eu pratiquement une dizaine de sites donc, qui ne sont plus accessibles au niveau de notre pays. Nous avons fait des démarches parce que moi j'étais à l'extérieur du pays quand ça s'est passé. Voilà. Donc en réalité quand je suis arrivé, je ne comprenais rien. Donc je suis allé à la HAC, à l'RTP, mais comble de surprise, c'est qu'on m'a fait savoir que eux aussi, ils ne savent pas d'où le problème donc venait. Voilà. Si bien que actuellement nous sommes désarmés. Voilà. Et c'est pourquoi je crois dans un communiqué qui va apparaître et d'Atopel qui va apparaître lundi. Donc nous interpellons le gouvernement, nous interpellons la ministre de la Communication, nous interpellons la HAC et les institutions qui sont chargées de la communication au Togo de trouver donc d'abord là d'où vient donc ces problèmes et de les résoudre parce que ça ne va pas bien que des médias et comment il a supposé critique ou non donc au régime puisse disparaître comme ça, donc comme par baguette magique sur la toile. C'est une situation qui nous désole. Et défense? Non, mais si le président d'Atopel parle et qu'il n'a pas la solution au problème, qu'est-ce que moi je dirais? Moi j'ai rien à dire. Ça ce sont les habitudes de la maison et cette manière de concevoir les choses. C'est à ces époques-là justement qu'on les remarque. Et quand on sait que le pouvoir a chaud au cul, qu'est-ce qui fait que tout ce que nous posons comme actes incongrus qui doivent être relayés dans tout le monde entier, et quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut couper. Voilà. Et le président a parlé, moi je n'ai plus rien. On va croiser les doigts, président, pour que les choses je ne peux que lui souhaiter beaucoup de courage pour qu'il essaie de dénouer. C'est pénible, mais je crois qu'on est en train de le faire et ensemble, on va y réussir quand même à faire revenir donc ces médias sur la toile au Togo. Voilà, je vais vous proposer, chers invités, d'avancer dans le débat avec ce sujet qui fait la une de l'actualité. Je veux parler de la situation au Burundi. Nous avons appris en milieu de semaine qu'il y a eu un coup d'État qui a malheureusement échoué. Et c'est le président Nkurunziza à l'heure actuelle, on ne sait pas où il est actuellement. Nous allons quand même suivre cet élément et tout juste après avec vous, les confrères, chers confrères, on va essayer d'analyser cette actualité-là. Les partisans du président Nkurunziza célébraient l'échec du coup d'État ce matin à Bujumbura, la capitale du Burundi. 3 des généraux impliqués dans le putsch de mercredi ont été arrêtés. Leur chef, le général Nyambare, est en fuite. Nous avons accepté de nous rendre. J'espère qu'ils ne vont pas nous tuer, avait-il auparavant déclaré à l'AFP. C'est par ce tweet hier soir que le président a annoncé être rentré au Burundi. Tout s'est joué lors de la bataille pour le contrôle de la radio-télévision nationale, comme l'explique le chef d'état-major. Ils ont forcé l'entrée de la station avec un char et nous l'avons brûlé. Nous avons tué 12 assaillants, 35 ont été blessés, 40 se sont rendus. Nous en avons arrêté 9 et 4 de nos soldats ont été blessés. La crise politique avait été déclenchée le 26 avril par la décision du président de briguer un 3e mandat en dépit de la Constitution. En 2 semaines, 20 manifestants sont morts dans la répression de la contestation. Une organisation de la société civile a déjà appelé à redescendre dans la rue. Voilà, retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. Je vous rappelle que nous recevons pour le compte de ce numéro de l'émission Le Point, Idelphonse Akpake, directeur de publication du journal La Gazette du Golfe, et Olivier Adia, directeur du site d'information de l'agence Afripresse, n'est-ce pas? Oui. Afripresse, voilà. Chers confrères, la situation au Burundi interpelle plus d'une personne, cette éternelle question de modification de la Constitution. Nous avons assisté à la première une scène pareille au Burkina Faso. Aujourd'hui, c'est le Burundi. Heureusement ou malheureusement pour certains, d'autres diront heureusement, d'autres diront malheureusement, le coup d'État a été avorté. Il défonce première lecture de la situation au Burundi. Ce que je n'ai pas compris dans le cas du Burundi, c'est que la communauté internationale a été une fois encore un peu passive. Ce que je ne comprends pas, quelqu'un qui va signer un accord, l'accord d'Arusha, qui limite les mandats, puisque jusqu'à ce que qu'on ne soit
au jour où le général a fait éruption, la loi n'autorisait pas Nkurunziza à briguer un troisième mandat. Et je ne crois pas que la Constitution, excusez-moi le mot, a été sodomisée comme ça a été le cas en 2002 au Togo pour permettre à ceux-là de continuer par briguer ou bien de continuer par diriger le pays comme bon leur semble. Mais je ne vois pas pourquoi la communauté internationale n'avait pas fait pression sur le président pour qu'il respecte au moins l'accord. Et au-delà même de l'accord, la constitution de son pays, qui aujourd'hui est considérée comme la Bible politique, que tout présidentiable doit respecter. Et j'ai vu la passivité de la communauté internationale. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé après, avec l'apparition du général là, qui a profité de l'absence du président pour faire un putsch. Ce qui s'est passé est qu'aujourd'hui, le président qu'on a bien voulu chasser est revenu selon les dernières informations. Nous avons appris même qu'il a été arrêté, hein, le général a été arrêté. Je sais qu'il y a 2 généraux qui ont été arrêtés, mais jusqu'à preuve du contraire, je ne sais pas si... Il a été arrêté selon le porte-parole de la présidence. Et donc, je crois que ça repose un autre problème, un problème de respect des textes qui régissent les États. Si aujourd'hui, il y a une vingtaine de jours, les populations sont dans les rues pour dire au président, respecte non seulement l'accord, mais aussi la loi fondamentale de ton État, et que le président refuse, je ne vois pas ce que la communauté internationale attend. Si ce ne sont les morts qu'on va encore dénombrer dans les rangs de ce peuple-là qui veut jouir de la légitimité vis-à-vis de la loi fondamentale de son État. Voilà. Olivier Dia. Oui, je crois que le problème, c'est le respect des lois, ou bien en tout cas des textes qu'on s'est donnés. En Afrique, on n'arrive pas à les respecter. Et je crois qu'il faut avoir le courage de le respecter au niveau des présidents qui sont au perchoir, en tout cas à la tête des pays africains, mais aussi au niveau des oppositions, parce que parfois le texte est là, mais lorsque ça nous avantage pas, on ne peut pas donc se soumettre à ça. Ça aussi, c'est un problème qui se pose, parce que la loi, donc qu'on sait respecter, le respect de la loi, donc c'est liberté. Lorsque vous n'êtes pas prêt à respecter la loi du pays, c'est que vous ne vous donnez pas la liberté, vous ne donnez pas aussi la liberté au peuple. Et c'est ça, le cas est palpable du Burundi, parce que Nkurunziza, je le répète, il est venu à la suite donc, de quelqu'un qui a respecté les accords d'Arusha. Voilà. Donc cette personne-là a accepté de laisser le pouvoir par rapport à ces accords-là pour que lui vienne. Mais si cette personne-là avait refusé, comme il le fait, de quitter, il ne serait pas là. Donc lorsque le temps arrive, il faut avoir le courage de laisser, surtout si les textes le permettent, de laisser le pouvoir. Et il y a des gens qui peuvent donc vous succéder. Parce que le cas du Burundi aujourd'hui, et en réalité c'est Nkurunziza qui met en danger son pays. Voilà. Lui qui est le garant de la sécurité et de la paix dans le pays, c'est lui plutôt qui remet en cause la paix par son comportement. Surtout que la communauté internationale a appelé à ne pas agir ainsi. Ça me rappelle le syndrome Blaise Compaoré, parce que qui s'est cru donc tout fort, et il a même lancé à l'endroit de Barack Obama que les pays africains ont besoin d'hommes forts, donc à la place des institutions fortes. Et il nous a prouvé qu'en réalité, il n'y a pas d'homme fort, c'est le peuple seul qui est fort. Voilà. Et il faut rappeler même un peu le parcours du président Pierre Nkurunziza. C'était un professeur de sport qui a rejoint le Maki, qui faisait partie des maquisards avec l'actuel général, qui est le putiste. Mais aujourd'hui, peut-être l'attitude même du général Godfrey, pardon, voilà, est à saluer, parce qu'il a demandé parce qu'il faisait partie du Maki avant. Je crois que dans un passé récent, l'actuel putschiste n'était pas d'avis avec l'actuel président. C'est ce qui a fait qu'il a été démis de ses fonctions de responsable des services de renseignement, effectivement. Et je crois aussi que depuis ce moment, il doit savoir que tous les projecteurs étaient braqués sur lui, puisque c'est lui seul qui a eu le courage de dire au président qu'il faut aller comme ça, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça.
Mais moi, ce qui me dérange dans tout cela et qui me fait tirer des leçons de ce qui s'est passé au Burundi, c'est, je le répète, c'est la passivité de la communauté internationale. Je dis que j'ai finalement compris, en tirant les leçons de ce qui s'est passé dans ce pays-là, que pour la communauté internationale, la paix, c'est l'absence de la guerre. Même s'il y a violation des droits de l'homme, la communauté internationale s'en fout. S'il y a famine, la communauté internationale s'en fout. S'il y a violation des lois même qui régissent l'État, la communauté internationale s'en fout. Mais c'est quand les balles commencent par crépiter et que quand la communauté internationale se rend compte que ses intérêts sont en jeu, qu'elle entre en jeu, elle aussi. Mais cette manière de concevoir la politique internationale est véritablement dangereuse pour ces peuples-là qui n'ont pas de soutien. Voilà. Et même lecture? Non, pas de la même lecture. Je crois que dans le cas du Burundi, la communauté internationale a réagi et a réagi de façon forte. De toutes les façons, il faut se rappeler encore l'ancien chef de la délégation de l'Union européenne qui était au Togo, et je vais parler je suis en train d'oublier son nom, qui est allé, donc, qui est actuellement en poste donc, au Burundi, a vertement donc, dit qu'ils ne soutiendront pas donc, ce mandat. Ils l'ont dit. Au-delà de ça, les États-Unis, la France, la Belgique même a coupé, je crois, sa coopération avec le Burundi. Donc, dire que la communauté internationale n'agit pas, je crois que ce n'est pas en réalité vrai. Maintenant, quelle réaction on veut? Peut-être les gens voudront que la communauté internationale débarque avec une armée pour faire partie. Elle a fait en Côte d'Ivoire. Elle a fait en Côte d'Ivoire. Oui, c'est ce que les gens voudront donc qu'ils fassent. Mais il faut savoir que les cas se ressemblent, mais ne s'appliquent. En tout cas, les mêmes règles ne s'appliquent pas à ces cas-là. Voilà. Parce que quand vous parlez de la Côte d'Ivoire, ça c'est un autre cas vraiment où la France donc, et ces réseaux sont intervenus. C'est ce qui n'était d'ailleurs pas normal. Oui, c'est qui, donc je ne dis pas c'est normal. Mais c'est pourquoi je dis les cas sont différents. Je crois que ce n'est pas normal. Ça, je suis d'accord avec vous. Donc, ce qui n'est pas normal en Côte d'Ivoire, qu'on ne demande pas que ça soit appliqué donc, dans d'autres pays. Effectivement. Merci à vous, chers invités, d'être passés sur ce plateau. L'idée, c'était un plaisir de te retrouver après ce long moment d'absence. Ildefonse également, merci. Et pour rappeler que vous êtes tous directeurs de publication de l'agence Afripresse. Merci. Et merci également à Ildefonse, directeur de publication du journal La Gazette du Golfe. Merci également à la maison, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne, pour un tout nouveau numéro de votre édition Le Point. Au revoir.